Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission des Gilets jaunes qui prennent la parole. Suite au traitement médiatique qui a été réservé aux Gilets jaunes, UPR TV avait à cœur de les inviter pour qu'ils puissent prendre la parole librement. Je vous rappelle le concept de l'émission, nous n'interviendrons pas dans leurs échanges et nous n'invitons que les Gilets jaunes qui se proposent. Pour participer à l'émission, il vous suffit d'envoyer votre candidature à l'adresse farid.corba@upr.fr. Je vous propose tout de suite de passer à cette nouvelle émission. Je rappelle que les propos tenus n'engageront que leurs auteurs et non l'UPR ou l'ensemble des Gilets jaunes. Excellente émission à tous. Alors bonjour à tous, je suis Richie Thibault, un jeune gilet jaune. Donc je vais animer pour la deuxième fois un débat entre gilets jaunes, la 8e édition. Donc je suis en présence de Denis, qui est un gilet jaune, je vais laisser se présenter. Oui, alors c'est moi, oui, donc je me prénomme Denis, je suis gilet jaune depuis le début du mouvement. En fait, j'ai rejoint... j'ai loupé le premier acte parce que pour des soucis personnels, je n'avais pas très bien compris l'ampleur du mouvement. Mais quand j'ai vu ce que c'était en réalité, dès l'acte 2, j'étais dans la rue. Et dans le courant du mois de décembre, en fait, j'ai rejoint aussi le groupe des Gilets jaunes constituants. Alors, c'est juste pour me présenter, hein, je tiens aussi à dire, comme mes camarades le feront, que je parle en mon nom propre et pas en aucun cas au nom d'un groupe de Gilets jaunes ou des Gilets jaunes en général, quoi. Donc, mais juste pour nous l'expliquer, en quoi il consiste ce groupe des Gilets jaunes constituants et quelle action vous avez pu mener? Alors, oui, le groupe des Gilets jaunes constituants, ils ont pour habitude en fait de se présenter par petits groupes devant les lieux de pouvoir. Au départ, c'était essentiellement les médias et les banques. À travers des vidéos live sur Facebook notamment, de donner comme ça, d'informer les gens en balançant, excusez-moi pour le terme, mais en donnant des informations et tout ce qu'on avait pu trouver sur le net, hein, tout simplement. C'est facile de trouver des informations sur telle ou telle entreprise ou telle personne, tout simplement dirigeante. Et ces actions-là, en fait, moi je me retrouvais plus dans ce genre d'action-là que dans les cortèges. Hein. C'est très bien les manifestations, il faut faire le nombre, mais aussi informer les gens, c'est très très important. Quand on voit le traitement médiatique aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes, on sait que ça c'est primordial quelque part. Très bien, donc on a aussi Corba qui est avec nous sur ce plateau. Donc c'est un artisan qui fait partie de la communauté des gens du voyage et qui fait partie du groupe Gens du voyage pour la liberté, qui est un groupe qui lutte contre la loi Carle. Exactement. Donc je te laisse en dire plus. Voilà, moi je représente la communauté des gens du voyage. Et, on a eu une loi qui nous est tombée dessus il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de novembre de 2018. La loi Carle, c'est une loi qui a été adoptée en Haute-Savoie. Et cette loi-là, on arrive dans les termes de dire c'est une discriminatoire envers la communauté des gens du voyage, parce qu'elle a été instaurée uniquement pour nous, sur tout le territoire national, et pas européen, d'où que ça devient discriminatoire. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est gilets jaunes aussi, comme tout le monde, évidemment. Hein, on passe tous à la caisse, on n'a pas de privilèges, malgré qu'on a une réputation de voleur. Hein, on passe tous à la caisse quand même, on paye nos taxes, on a tous des entreprises, on paye tous des taxes. Aujourd'hui, ça touche notre culture, notre tradition. Et là, cette loi-là est vraiment anticonstitutionnelle. Et c'est une atteinte aux droits de l'homme et à la liberté, parce qu'on avait le droit de la libre circulation. Aujourd'hui, on nous impose la restriction de la circulation et de la liberté. La liberté, c'est pour tout le monde. Chaque être humain, chaque personne qui est sur Terre. Le droit à la liberté, nous, on se combat aujourd'hui pour la garder. Et nos traditions et nos valeurs. Et Corba, toi, en tant que gens du voyage et gilet jaune, tu es présent dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre dans la rue? Depuis le 17 novembre, on a été là sur les premiers actes. Et on était plusieurs avec le Nilo. Moi, je représentais Paris, lui, il était à Lyon. On avait le Eddy Verratti qui était à Clermont-Ferrand. On avait le Angelo à Bordeaux. On avait pas mal de monde sur chaque... et aujourd'hui, on commence à arriver un peu plus. On a de plus en plus qui se rejoint pour la cause, évidemment. Et là, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Donc vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus organisés contre la loi Carle. Vous avez... je le dis pour ceux qui sont intéressés d'aller jeter un coup d'œil sur Facebook, la page Gens du voyage pour la liberté. C'est ça. Voilà, donc tu auras peut-être l'occasion de nous en parler durant ce débat entre Gilets jaunes.
On a également Redouane qui est avec nous durant cette 8e édition du débat entre Gilets jaunes. Donc c'est un gestionnaire de paye qui est Gilet jaune depuis l'acte 6 ou l'acte 7. Exactement, je m'appelle Redouane. Contrairement à mes deux camarades précédents, j'ai pas tout de suite tilté sur l'ampleur du mouvement et sur sa profondeur surtout. Et moi, c'est vrai que, les revendications du départ qui étaient focalisées sur le prix du carburant, etc., me touchaient pas directement, dans le sens où j'habite en région parisienne, j'ai pas de véhicule, et je comprends bien qu'il y a une grande partie de la population périurbaine ou de province qui est impactée directement par ces problématiques, mais c'est vrai que moi, ça me touchait pas directement. Et quand j'ai vu l'évolution et les sujets sur lesquels les Gilets jaunes... l'évolution des revendications. L'évolution des revendications tendait à se complexifier, à prendre de la profondeur. Et j'ai rejoint du coup le mouvement aussi des Gilets jaunes. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas arrivé tout de suite. Et il me semble que, comme le disait mon collègue précédent, Denis, il y a un gros problème au niveau de l'information aujourd'hui. Je pense que, il y a les médias dominants, les médias mainstream, comme on dit maintenant, ostracisent qui ils veulent et mettent en avant qui ils veulent. Et on a un problème au niveau de qui tient les manettes au niveau de la communication. Et c'est pour ça que, je me suis aussi investi, entre autres, avec les Gilets jaunes constituants sur certaines opérations pour sensibiliser sur la question des grands médias, sur la question aussi, on en parlera peut-être plus tard, de la création monétaire, etc. Bien sûr, donc tu es aussi dans le Gilets jaunes constituant, et donc toi, ce sont les revendications démocratiques qui t'ont fait entrer dans le mouvement, si j'ai bien compris. Alors oui, démocratique, moi je suis pas forcément... ça va paraître un petit peu bizarre, mais moi je suis pas forcément hyper sensible à la question de la démocratie, même si je trouve qu'avoir des leviers de contre-pouvoir pour la population et le peuple français, c'est très bien. Mais moi, vraiment une des questions fondamentales qui m'a fait intégrer aussi le mouvement des Gilets jaunes, c'est sur je vais me répéter du coup, mais c'est sur sur les médias et sur la désinformation en fait. C'est ça, c'est qu'en fait on est vraiment, on nous parle de faux sujets systématiquement et voilà. Très bien, mais en parlant de médias, on a Thibaut qui est avec nous sur ce plateau également. Au niveau des Gilets jaunes, moi je suis présent depuis l'acte 2, mais je crois qu'on est tous, même peu importe notre taux de participation aux manifestations, on était tous Gilets jaunes de cœur avant d'intégrer des mouvements structurés, etc. Certains ont plus de difficultés à se rendre disponibles, certains nous soutiennent par des biais économiques, etc. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui compte plus que ça pour moi. Comme mes camarades, je suis également Gilets jaunes constituants. Alors bien évidemment je parle en mon nom sur ce plateau comme l'a précisé Denis et non au nom des Gilets jaunes constituants. Je participe également à des opérations du groupe Gilets jaunes opérations spéciales sur les ronds-points, mais comme nous tous, à notre petite échelle. Donc il me tient à cœur, et je pense vous aussi, de revenir sur ce qui s'est passé hier. Donc hier, durant le 2e ultimatum, il y a eu une répression que moi je juge abusive, qui s'est mise en place contre les citoyens qui exerçaient leur droit de manifester. Et donc voilà, je vais vous laisser réagir par rapport à cela, le ressenti que vous y avez, et voilà. Tout simplement, nous aussi, hier on était sur la manif à Paris. On a eu des victimes de notre côté aussi, comme il y en a eu plein d'autres. Il y a même eu un certain média aussi qui a été touché à la main. Je ne sais pas si je peux citer son nom. Le média des Gilets jaunes. Oui, le média qui a été touché. Nous aussi, on a eu pas mal. On a eu 2 personnes qui ont été touchées vraiment en plein direct. Il y en a une qui a été gazée en plein direct, une autre, elle a pris une grenade dans le ventre. Une femme, en plus, je précise. C'était des femmes qui manifestaient avec nous. Une grenade lacrymogène? Oui, une grenade lacrymogène. Ah oui, ça aurait pas acheté des vraies grenades quand même. Ouais. Oui. Non, mais il y a les grenades désencerclantes. Non, une grenade lacrymogène, oui.
Donc après, on en a eu aussi qui ont pris des coups de matraque en plein dans le visage, d'autres dans les membres extérieurs. Donc on en a pris aussi. Hein. Et donc c'était le groupe Gens du Voyage pour la Liberté qui manifestait aux côtés des Gilets jaunes. Donc Gens du Voyage, Gilets jaunes, même combat, et qui étaient en train de manifester pacifiquement, qui se sont fait matraquer, gazer, réprimés comme le reste des manifestants. Voilà, comme tout le monde. Voilà. Donc peut-être qu'une autre personne pourrait intervenir par rapport à cela. On a la même constatation. Hein. Hier, c'est vrai que c'était incroyable quand on est arrivé sur République, le nassage qu'il y a eu, le fait que du coup il y avait plus d'issue. En tout cas, moi, a priori, on n'a pas réussi à trouver d'issue et qui nous arrose comme ça avec des gaz qui étaient extrêmement forts. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, vraiment, à un moment donné... on est dans un état de suffocation, c'est incroyable. Bon, ça va ici avec des gaillards, mais je vois il y avait des personnes âgées avec nous, des femmes. Heureusement, pas d'enfants. Moi, j'en ai pas vu hier d'enfants, heureusement. Mais les personnes âgées qui sont sensibles, qui ont potentiellement des insuffisances respiratoires ou cardiaques, il y avait de quoi vraiment. Après, en ce qui concerne les blessés, j'ai pas de retour, je sais pas ce qu'il en est exactement. C'est toujours compliqué à dire. On a des retours isolés, j'ai l'impression, chacun d'entre nous. C'est ça. On reçoit des nouvelles de proches, de gens qu'on a croisés sur la manifestation, de gens qu'on connaît, qui sont de notre rond-point, de notre entourage plus ou moins éloigné. Et quand on discute, on en discutait tout à l'heure là, en se regroupant, et c'est vrai que chacun d'entre nous, on connaît au moins une personne qui a été touchée hier. Oui. Et c'est ce qui est un témoignage, j'ai envie de dire, de terrain socio-pratique de la violence réelle qui a pu exister hier dans la manifestation. Des contusions, quoi d'autre. Moi, j'ai vu une vieille femme se faire, alors qu'elle cherchait à sortir pour respirer, se faire pousser par un CRS avec son bouclier, alors qu'il a une petite femme qui est maigre comme ça et qui la pousse à terre. En plus, ça crée de l'autre côté des réactions. Les gens ont envie d'intervenir et de ne pas laisser cette injustice. Et donc, voilà, des sprays, dès qu'on s'approche d'eux et que ça pousse un petit peu derrière. Voilà, un ami à moi avec deux autres personnes et puis son fils qui s'est pris un spray au poivre là. Dans la face, une grenade désencerclante qui m'a éclaté à 2 mètres, bon ça va, j'ai rien eu, mais c'est incroyable quoi, alors que j'étais ni armé, ni vindicatif envers les forces de police quoi. Vous pensez que la répression policière était plus élevée hier qu'habituellement ? En tout cas, elle était très étrange, excusez-moi de... C'était très étrange en plus de voir ce genre de réaction sur des parcours déclarés. Personnellement, hier, j'étais au rassemblement à Bercy, le cortège qui devait partir de Bercy pour rejoindre la place de la République. Moi, j'ai pas pu y accéder, j'ai pas pu arriver jusqu'à la République. À un moment, on s'est retrouvé bloqué, nassé et gazé à tour de bras. Sur des parcours qui, au départ, on nous empêche de prendre les rues qu'on a pourtant déposées pour le parcours déclaré, encore une fois, en nous obligeant à contourner. Et en prétextant ensuite qu'on se retrouve dans des rues qui n'ont pas été déclarées pour nous gazer. Alors, cherchez l'erreur. C'est des stratégies qui sont étranges, en tout cas qui nous laissent nous poser des questions. Quel est le but recherché ? Quel est le but recherché ? Puisque ce cortège c'était un cortège de manifestation, comme on en a vu très régulièrement. Tout se passait bien, dans le calme. On était nombreux. C'est vrai, on était nombreux, mais à un moment, on n'a pas compris pourquoi... on a dû être arrêté et gazé. Et comme je rejoins ce que disait Redouane, moi j'étais accompagné, à côté de moi, il y avait deux femmes âgées. À un moment, alors pour être franc avec vous, je sais plus si c'était des gendarmes mobiles ou des CRS qui étaient là devant nous, mais ils nous ont dit de passer. Et derrière, on a été gazé. Pourquoi ? Bien sûr, c'est extrêmement grave. Ils nous laissent passer, on se retrouve dans une nasse pour être gazé. Moi, j'aurais préféré ne pas passer et rester en arrière. Donc, il nous semblerait qu'ils prennent maintenant du plaisir à gazer les gens. C'est étonnant. Bon, c'est ignoble. C'est au-delà du plaisir, parce que c'est au-delà on a beaucoup insisté sur la personnalité des forces de l'ordre en elles-mêmes. Il ne s'agit même pas de ça, il s'agit de savoir quels ordres ont été donnés en amont
qui ont permis à ces exactions d'avoir place, avec encore une fois, peut-être certains qui ne représentent certainement pas la majorité des membres des forces de l'ordre, et c'est pas histoire de leur lécher les babouches, mais il y a des braves gens là-dedans qui souffrent. Bien sûr. Qui souffrent, donc encore une fois, même si c'est difficile, même si sur le moment on a la rage, on a la haine, c'est difficile de les blâmer, mais on observe des choses qui sont hallucinantes quand on voit des agents de la BAC qui collaient mais littéralement des gifles à des personnes parce qu'elles se plaignent ou parce qu'elles leur rappellent la loi. On a vu beaucoup de personnes avec des textes de loi qui maintenant viennent en manifestation avec des textes de loi et qui leur brandissent à la face en leur disant « mais regardez, vous vous mettez à défaut de ça, de ça, de ça ». Je crois que tu as pu en faire l'expérience hier aussi. Justement, je vais vous en témoigner. Donc moi, je suis venu spécialement en région parisienne, à Paris, pour venir manifester, ce qui est mon droit, dans une manifestation déclarée. Malheureusement, je n'ai pu manifester que pendant 1 heure. Malgré le fait qu'il y avait un cortège qui était déclaré, tout se passait bien. Il y avait une minorité de casseurs qui n'a pas été exfiltrée. Donc on se demande quels ont été les ordres. Ensuite, on a provoqué les manifestants en les enfermant, en faisant une nasse au niveau de la République et en déchaînant la violence à l'intérieur, donc ce qui a énervé les gens. Donc ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la casse. C'est une réaction humaine. Quand on laisse enfermer des êtres humains comme des animaux, excusez-moi, mais ils se mettent en colère, ils s'énervent, ils veulent sortir d'une nasse. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu entrer dans cette nasse, bien heureusement, d'un côté, car j'ai pu éviter une répression. Et donc j'étais dans une rue, j'ai croisé des camarades gilets jaunes qui aussi n'ont pas pu entrer. Donc j'ai discuté avec eux et à côté de nous, il y avait un CRS. Donc ce que j'ai fait, on parlait du fait que quand un peuple est opprimé, les CRS, les forces de l'ordre, se devaient de se mettre du côté de notre peuple. Cela est même inscrit dans notre déclaration des droits de l'homme. On a également dit que les forces de l'ordre devaient être au service de l'intégralité de la population et non d'une minorité qui se servirait de celle-ci pour leurs intérêts personnels. Alors cela, c'est des éléments qui sont inscrits dans la déclaration des droits de l'homme. Ce n'est pas être un savant que de les connaître, c'est tout simplement être un citoyen. Donc le CRS a écouté cela en me disant premièrement qu'en tant que jeune, je n'avais pas à lui parler et à adresser la parole. Pendant un moment, je n'ai pas adressé la parole, j'ai juste fait ce constat avec des camarades en me disant que j'étais impoli, donc en tant que jeune, je n'aurais pas m'exprimer. Et deuxièmement, en me disant que je n'étais pas un juriste. Donc quel rapport ? Connaître des éléments de la Déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas être un juriste, c'est tout simplement être un citoyen français. Donc, et même de toute manière, il y avait des juristes présents, ils sont contre-fiches. Donc voilà, c'est tout le temps les mêmes réponses, on se demanderait s'ils ne sont pas lobotomisés. Et c'est ça qui crée aussi d'une certaine manière la colère, parce que quand on entend dire à de multiples reprises obéissance à la loi, dispersez-vous, des trucs de genre, et de la part de personnes qui ne sont pas tenues par la loi et qui le manifestent ouvertement et qui vous le disent texto, il y a un côté, il y a un deux poids deux mesures évident qui est parfaitement alarmant. Et encore une fois, on a l'impression. Enfin, moi, c'est mon impression sur le cortège. J'ai commencé comme mon camarade à Bercy. On a suivi le cortège, c'était très calme au début, très pacifique, comme ça l'est à chaque fois. Mais à force, au fur et à mesure de tirs tendus, de lacrymos lancés, de gaz qu'on reçoit, etc., la violence augmentait crescendo, d'un côté comme de l'autre, parce qu'il ne s'agit pas d'occulter non plus qu'il y a une violence de la part des Gilets jaunes. Bien sûr. Et il ne s'agit pas de la condamner non plus. J'en fais le constat, froid. Oui, mais comment peut-on avoir des rassemblements pacifiques avec des manifestations déclarées dans lesquelles on se fait tirer dessus ? Parce que c'était vraiment du tir au pigeon, du tir au lapin, tout le monde était parfaitement désorienté, on était sur le boulevard qui menait jusqu'à République, qui était un lieu déposé de manifestation et sur lequel on avait le droit de manifester. Ça gazait partout, ce qui faisait que certains camarades s'engageaient dans des rues parallèles dans lesquelles ils n'avaient pas le droit d'aller, tout simplement pour essayer d'éviter les gaz. C'est comme ça qu'on a fait. Au niveau d'Oberkampf, au Richard Lenoir. C'est ça. Ouais. Mais c'est une réalité de terrain. On a vu ça. Tout simplement, j'écoute un petit peu chaque personne. Et donc, apparemment, maintenant dans les manifestations, vu que vous êtes tous nassés, gazés, matraqués, est-ce que vous comprenez un petit peu ce que nous, les gens du voyage, on vit sur chaque emplacement qu'on est ? On se fait toujours gazer, matraquer, et pour se faire déloger. On est exactement sur la même histoire. Mais il n'y a même pas besoin de le vivre pour avoir de l'empathie vis-à-vis de traitements injustes. Voilà. Au moins, là, ça le révèle un peu aux yeux de tous, parce que c'est quelque chose qui n'est pas... dont personne ne parle, c'est ce que tu dis. Et je me permets de dire quelque chose par rapport à cela.
Ton constat est vraiment très juste. Et donc aujourd'hui, nous, les citoyens français, gilets jaunes, et les citoyens itinérants aussi qui sont également gilets jaunes, donc eux et moi-même en tant que gens du voyage, on a toujours été réprimés, isolés et stigmatisés. Donc une population qui est stigmatisée, c'est un peu un crime contre l'humanité de faire cela. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait aux gilets jaunes de les stigmatiser, c'est un crime contre l'humanité. Voilà, je me permets de préciser cela. Non, mais bien sûr, parce que bon, il y a les droits de l'homme, mais il y a les droits du citoyen aussi. Bien sûr. Les droits d'homme et citoyens qui ne sont pas respectés. Voilà, donc que nous, que ce soit gens du voyage, on est quand même français à part entière. On est né sur le sol français, on a grandi ici, on est français avant toute chose. Et vous êtes attaché à la France ? Bien sûr, on a gardé notre culture, nos traditions, mais on est quand même citoyen français. C'est quand même une culture ancrée les droits de l'homme, pour nous, ça n'existe pas. Le droit du citoyen non plus. Mais par contre, on a le droit de payer nos factures, parce qu'il y en a qui payent des impôts, on a tous des sociétés, il y en a qui travaillent, ceux qui font les métiers itinérants, les marchés, les cirques, tout ça, ils payent leurs factures. Le RSI. Donc voilà, il y a le RSI qui tombe tous les mois, tout le monde y passe à la caisse. Donc on reste en tant comme citoyen. Auto-entrepreneur alors, que ce soit auto-entrepreneur, ceux qui sont en tant que société, ils payent les impôts aussi. Ils payent les ouvriers, ils payent les charges, ils payent tout le monde. Donc ça passe avant tout, malgré qu'on est des gens du voyage. Mais il ne faut pas le mettre en opposition, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, de l'oppression, parce qu'ils nous rejettent toujours pour nous faire installer sur des emplacements à l'extérieur des villes. Ils nous font sortir des villes, mais aussitôt qu'on est installé, ils nous font repartir. Donc on revient un petit peu sur le truc de la manif, quoi. Tous nassés pour repartir. C'est vrai que c'est un parallèle qui est intéressant à faire, Moi, c'est ce que je vois depuis le début. Bon, on ne s'est pas trop exprimé par rapport à ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, je vois que ça devient de plus en plus et on commence à avoir des points communs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir de les vivre, mais ça fait plaisir en moins de voir qu'on commence à avoir des points communs. Je pense que au-delà du traitement policier ou de ce qu'ils appellent le service d'ordre, etc., nos situations sociales au niveau de la précarité, au niveau de nos besoins aussi quotidiens pour vivre ou maintenant survivre, on est confronté à la même chose. On est tous français, on vit sur le sol français, et je pense que là, il n'y a même plus de distinction à faire, même si vous avez en effet, vous, des problématiques particulières, et peut-être depuis un certain temps, et je sais pas, je connais même pas le contenu de la loi inique, la loi Carle, c'est ça ? Oui, c'est ça. La loi Carle, maintenant, ça consiste, toute personne dite du voyage, même sur un terrain privé, n'a pas le droit d'accueillir, on peut accueillir jusqu'à 10 caravanes sur le terrain, mais une seule doit être habitée. Donc par caravane, ils sont minimum 3 ou 4. Maintenant, vous voyez, à vivre dans une caravane de 5,20 m, habiter à 17 personnes. J'ai du mal à comprendre le sens. En fait, c'est-à-dire que c'est une loi qui est sur 4 points qui est extrêmement choquante. Donc premièrement, les gens du voyage, d'ailleurs tous les citoyens, concernant tous les citoyens sur ce point-là, n'ont pas le droit d'avoir plus d'une caravane sur leur terrain, sinon ils seraient sanctionnés de 500 € d'amende par jour et par caravane supplémentaire. Incroyable. Deuxièmement, c'est une loi qui prévoit, qui donne l'autorisation aux municipalités, pour ceux qui appliquent une loi qui les obligerait à avoir des aires d'accueil, car la plupart n'en ont pas, de les fermer, de les laisser fermer, mais également de lutter contre les stationnements illicites. Donc comment ne pas avoir des stationnements illicites si les aires d'accueil sont fermées ? Donc c'est un peu... et ça légitime ça. Donc c'est un peu choquant. C'est aussi une loi qui est extrêmement choquante sur un autre point de vue, c'est-à-dire que les gens du voyage qui sont uniquement itinérants et qui n'ont pas de point de chute pour être sédentaires, mais qui pour autant peuvent vivre très bien, vont être redirigés vers des logements sociaux, sans rien avoir demandé. Donc c'est quand même un truc de ouf, quoi. Excusez-moi de dire ça comme ça. On est en France, pays des droits de l'homme. En fait, c'est le mode de vie qui est remis en cause, quoi. Bien sûr, on a parlé de dictature sous Pétain, surtout qu'il y a eu un génocide contre ce même peuple, autrefois les Tziganes. Maintenant, on est plutôt les citoyens français itinérants, donc on est encore plus intégrés dans la communauté française. Et on vient nous taper sur les doigts encore plus fort. On a parlé de génocide sous Pétain, de quoi va-t-on parler aujourd'hui sous Macron ? Donc voilà, je fais la petite précision pour voir à quel point cette loi Carle est discriminante et porte atteinte à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui prône la liberté de circulation. Oui, parce que là, c'est de la sédentarisation forcée, en fait.
Ah bien sûr, C'est c'est ça, il totalement remet ça. en cause le mode. Je crois que finalement cette loi CARD, elle a un mérite, au même titre que le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'elle a permis non seulement de solidariser énormément des couches, des strates du peuple français, parce qu'il n'y a pas que des précaires, il y a tout chez les Gilets jaunes. Bien Il y a sûr, même oui, des- c'est je vrai. fais une précision. C'est vrai. Parce que moi j'ai des camarades dans mon collectif Gilets jaunes de Castillon-la-Bataille, donc à proximité de Bordeaux, qui sont en situation de handicap. Et ces personnes-là, tout comme les gens du voyage, il y a plusieurs minorités dans la population française. Et c'est quelque chose que je trouve exceptionnel, hein, qui ont réussi à se faire entendre et à glisser leurs revendications dans le mouvement. C'est-à-dire que maintenant, ils sont à part entière dans cette cellule que nous représentons, le peuple français en soi. Donc voilà, il y a de tout, toutes les minorités ont su se faire entendre. Et donc c'est ce qu'on a apporté aussi le mouvement Gilets jaunes. Je vois, de toute façon, c'est une solidarisation de fait qui se crée dans la lutte, dans la bataille et dans l'adversité, puisque je sais plus de qui est la phrase. Nous avons plus à craindre, nous avons moins à craindre le bruit des bottes que le silence des pantoufles. C'est une très belle phrase. Finalement, le confort nous avait annihilés dans un mode de vie assez libéral. On se sentait isolé. Hein. Moi, avant les Gilets jaunes, Individualiste. parfaitement individualiste. Et là, dans la rue, dans l'adversité, sur les ronds-points, dans les opérations, avec le mouvement Gilets jaunes, face à la loi, face aux complications qui peuvent en résulter, de faire même partie de ce mouvement ou quelques mouvements contestataires qu'ils soient en France, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre finalement un rapprochement de toutes les strates de la population du peuple français. On refait le peuple. Ouais, on refait le peuple, on refait corps en tant que peuple, pour une fois. Et c'est totalement ça, et on a réussi à quitter ces machines à pognon qui sont la plupart des partis politiques, pour aujourd'hui être unis avec nos différences. Je vais prendre le petit slogan de l'Union Européenne, unis dans la diversité, cette fois-ci unis dans la diversité politique. Ne me tapez pas sur les doigts, hein, je suis pas un pro-européiste. Mais unis dans la diversité politique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de l'extrême droite à l'extrême gauche qui ont su se retrouver dans ce mouvement avec leurs points communs, tout comme suite à la libération française avec le CNR, des personnes de tous bords qui se sont mis autour d'une table pour appliquer le programme de libération. Alors un petit bémol par rapport à ça quand même, voilà. Je ne sais pas si mes camarades ici seront d'accord avec moi. C'est souhaitable ce que tu viens de dire, je suis entièrement d'accord. Moi, c'est vers cette idée-là que j'espère qu'on va aller. Mais à l'heure actuelle, il y a encore à l'intérieur des Gilets jaunes, et depuis un certain temps en fait, depuis l'acte 9, 10, un certain nombre de partis, un certain nombre d'idéologies bien restreintes qui, font la police de la pensée et qui systématiquement cherchent à chasser ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sur tous les points. Et ça, il faut quand même en parler. Bien sûr, malheureusement, c'est un fait. Donc voilà, quoi. Enfin, même si, en effet, à terme, j'espère que toutes les sensibilités politiques pourront s'exprimer sans craindre de se prendre des piles dans le visage ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais pour le moment, c'est pas tout à fait le cas encore. Et vraiment, j'appelle, à du dialogue, quoi, et pas à la répression au sein d'un mouvement qui, normalement, est censé nous fédérer, quoi. Alors, c'est de la tolérance, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que la seule chose qui nous unit aujourd'hui, c'est ça, c'est le gilet jaune. On est tous gilets jaunes. Par contre, on partage pas tous les mêmes idées. Peu importe, je parle de gilet jaune, je parle du symbole de gilet jaune. On n'a pas tous les mêmes idéaux, que ce soit en matière de politique, de religion, quoi que ce soit. En revanche, on est tous concernés par le combat des gilets jaunes. Et tu as raison, c'est aussi faire preuve de tolérance que de défiler avec quelqu'un qui ne partage pas du tout les mêmes idéaux politiques que toi, enfin que nous. Au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire, s'établir à un niveau supérieur où on comprend que on a des ennemis communs, les ennemis du peuple en réalité. Même si, après, c'est vrai qu'il y a une partie du peuple qui n'est pas encore gilet jaune. Je dis qui n'est pas encore parce que je pense qu'elle le deviendra à un moment donné, même si ça prend pas cette forme-là. Mais c'est vrai que, Et justement, je me permets de t'interrompre. Les ennemis du peuple, tu as dit, et quels sont, d'ailleurs pour toi et pour tous les autres participants, les ennemis du peuple? C'est une bonne question. Ça reste, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde le sait, et puis on ne va pas se voiler la face, ça reste les politiciens, tous ceux qui dirigent. Hein. Oui, mais est-ce que c'est les politiciens qui dirigent vraiment? Est-ce qu'ils n'ont pas des maîtres d'œuvre? Après, au-dessus, il y a encore d'autres personnes qui dirigent, et au-dessus, et ainsi de suite. Ouais. Nous, ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui, moi je parle en tant que gens du voyage, à l'heure d'aujourd'hui, nous, tous les politiciens ils ont toujours été contre nous.
Comme on a eu la loi Besson en 90, que, bon, je rectifie parce que tout le monde disait que c'était en 2000, c'est en 90 qu'elle est arrivée. C'est une loi en fait, qui oblige les communes de plus de 5000 habitants à avoir une aire d'accueil sur leur, sur leur commune, et aussi d'avoir, pour ceux qui ont moins de 5000 habitants, de prévoir un terrain pour les installations de gens du voyage. Et maintenant, c'est ce qu'il y a, c'est que les aires d'accueil, ils sont fermés, les maires refusent de les ouvrir, alors qu'ils touchent des subventions tous les ans par le conseil général. Vous trouvez ça normal ? Non, mais il y a tellement de choses anormales. Je comprends que ça soit vous, votre problématique, pour, comment dire, par rapport à votre situation actuelle, mais en fait, si on regarde bien, il y a des éléments communs sur lesquels on peut se mettre d'accord. Là, comment dire, il y a des gens qui vont, par exemple, qui sont au chômage, qui ont un RSA, ou qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y en a d'autres, c'est à cause, comment dire, par exemple, du régime RSI pour les auto-entrepreneurs. Vous, par exemple, c'est la problématique du déplacement, etc. Et je pense, en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, et qui est en train d'arriver, c'est qu'on comprenne les causes des causes, quoi. Et et aussi ce qu'on a de commun, quoi, nos problématiques communes. Et en ce qui concerne ce que vous disiez tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec vous par rapport aux politiciens qui en effet font partie des ennemis du peuple, mais qui en fait sont seulement la courroie de transmission. Bien sûr. Et la finance, l'oligarchie, au-dessus de ça, il y a des sectes. Et puis on peut parler aussi des technocrates de l'Union européenne. Comment dire, on a l'impression que de toute façon, qu'ils soient de gauche, de droite, ils appliquent systématiquement la même politique, et que il va falloir commencer à faire les liens, quoi. Et voilà, j'invite les Gilets jaunes à se poser des questions là-dessus, et c'est pour ça que je pense que le nerf de la guerre, c'est aussi la communication et l'information, la réinformation, ou la formation, je dirais même, la formation politique. C'est de faire prendre conscience aux Gilets jaunes, la source de leurs problèmes, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de ressentiment, déjà. Je pense qu'on part tous d'un ressenti en tant que Gilets jaunes avant et d'un ressenti, mais d'un constat aussi. Constat que les choses vont plus mal qu'il y a 10 ans, constat que en termes de liberté, en termes de souveraineté économique, en termes de souveraineté nationale, en termes de souveraineté politique, en termes de sécurité, tous les indicateurs sont à la baisse depuis 10 ans. Mais sur la question des ennemis du peuple, enfin, c'est intéressant, mais je pense qu'on peut les mettre en parallèle, voire en opposition plutôt, avec les Gilets jaunes. Mais... Qu'est-ce qui unit les Gilets jaunes ? C'est pas un constat, c'est pas une idéologie politique, c'est pas un parcours de vie, c'est pas une sociologie particulière. Il y a des sociologies qui sont plus ou moins représentées, des tendances politiques qui sont plus ou moins représentées. Ce qui unit les Gilets jaunes, c'est dans un premier temps un constat. La France va mal, la situation va mal, et si on n'y remédie pas maintenant, si on ne fait pas quelque chose pour se sortir de cette situation maintenant, on risque de le payer très cher demain. Et un espoir qui est de faire corps, de faire souveraineté, de reprendre, d'être maître chez nous, en fait. De reprendre la souveraineté sur la situation française, de reprendre notre destin politique en main, notre destin économique en main. Pour nos ennemis, c'est l'inverse, finalement. C'est qui va finalement du foulard rouge, je vais être vulgaire. Du foulard rouge au plus subtil, d'ailleurs, aux personnes qui prétendent être gilets jaunes dans les faits, mais qui ne le sont pas, qui prétendent être gilets jaunes, mais qui ne le sont pas dans les faits. Ils ont ce dénominateur commun de ne pas faire corps avec le peuple, de ne pas faire de se moquer éperdument de la souveraineté de la France et du peuple français, de se moquer de la démocratie, qui est en prônant, alors ce qui est un exercice de style en politique quand même, quand on entend des personnalités politiques nous dire que le RIC, dire la forme démocratique la plus pure, dans sa plus pure expression, la démocratie directe, est antidémocratique car non représentative, enfin c'est quand même un grand écart. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut signaler, la démocratie est faite pour être participative. La représentativité, ce n'est pas la démocratie, donc on ne peut pas dire démocratie participative, ça n'existe pas. C'est un terme qui n'existe pas, la démocratie participative n'est pas démocratique. C'est antinomique. Bien sûr. C'est le seul geste politique qui nous a été présenté depuis 40 ans, finalement, c'est le vote. Le vote est précisément le seul geste au monde. L'élection, c'est le seul geste au monde. Le vote, ça pose pas de problème. Si on votait... Tu fais bien de me reprendre. Mais l'élection, oui. L'élection, la seconde où vous mettez votre petit billet dans l'urne, c'est le moment où vous décidez, finalement, vous perdez toute souveraineté politique. C'est ça. C'est le seul acte apolitique qui existe sur cette planète. C'est délier sa fonction, sa responsabilité en tant que citoyen français à d'autres.
C'est le seul acte apolitique qui existe sur cette planète. Donc nous faisons de la politique, Gilets jaunes, dans le plus pur sens du terme. Nous avons l'ambition de changer les choses, de s'attaquer à un État qui se présente comme un État de droit, de faire évoluer les choses en France. Nous faisons de la politique. Je pense. Ce sont tous ces partis politiques qui ne font pas de politique depuis 40 ans. Ils ne font pas de politique, ils font de la gestion de crise. La gestion de crise, ça n'est pas de la politique, c'est de la promotion personnelle, c'est du carriérisme. Finalement, ces gens-là rentrent dans un parti politique comme ils pourraient rentrer à une écurie ou dans un club de foot s'ils faisaient du sport. Bon, bah, il y a le mercato d'été, alors un tel qui était au PS passe à LREM, un tel qui était à LR, maintenant, bah non, il est du Pont-Aignan, c'est mignon, mais ça n'a aucune utilité. Après, il y a comment... Il y a des gens qui ont des convictions profondes et qui, à un moment donné, déconnectent avec un certain nombre de choses et qui choisissent de rejoindre, voilà, même quelque chose de partisan pour des bonnes raisons. Moi, chacun est libre de ses opinions. Voilà, moi je dirais pas tous pourris, oui. Mais comment dire, c'est vrai qu'en tout cas, les partis principaux qui s'annoncent de droite et de gauche, on voit ce que ça a donné ces 20 dernières années, ces 30 dernières années même. C'est la même chose, quoi. C'est un point intéressant quand même, parce que vis-à-vis de la communauté des gens du voyage, avant on avait les carnets de circulation. Oui. Bon, il y a une certaine personne qui a réussi à les faire sauter pour qu'on puisse être citoyen à part entière. Maintenant, en étant du voyage, comment voulez-vous avoir une carte d'identité si vous n'avez pas une adresse fixe? Et après, on nous demande d'aller voter. Ouais. Elle est belle l'histoire. Je ne sais même pas du coup comment ça se passe. Donc, comment voulez-vous qu'on aille voter et que après, bon, on a chacun nos opinions politiques, hein, malgré qu'on ait du voyage, on parle quand même de certains politiques. Bah, vous êtes des individus avec des sensibilités. Ouais. Mais comment vous voulez avoir une carte de vote si on n'arrive pas à avoir une carte d'identité? Bien sûr. C'est ouf. Donc, si on ne peut pas avoir une carte d'identité, comment voulez-vous qu'on aille une carte de vote? Bien sûr, c'est vrai que oui, donc il y a que depuis 2012 que les gens du voyage ont accès à une carte d'identité. Avant, ils avaient ce qu'on appelait une carnet de circulation, une carnet... Carnet pour un. Enfin, il y avait un nom spécial, bon, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais bon, c'était quand même assez discriminatoire, hein, donc ils n'étaient pas considérés comme des citoyens à part entière. Et oui, en effet, il y avait des difficultés pour voter. Encore aujourd'hui, il faut rester plus de 3 ou 6 mois sur une commune pour aller voter. Donc ensuite, on se plaint que les gens du voyage s'abstiennent et tout ça, mais c'est pas possible en tant qu'itinérant de rester 6 mois sur la même commune. Donc voilà, c'est un peu illogique. S'abstenir à l'heure actuelle, c'est une preuve d'intelligence. Vous avez été plus intelligent avant nous, du coup. Par contrainte, certes. Mais Maintenant, comme Richie disait, avant on avait le carnet anthropométrique. C'était une forme de discrimination parce qu'il y avait la description physique, le moindre détail sur des parties du corps. On devait passer dans chaque commune, on devait passer à la gendarmerie pour signaler. Donc voilà, après on a eu le carnet de circulation, c'était un petit peu plus souple, mais c'était un peu dans les mêmes directifs. Et lors d'aujourd'hui, on a du mal à avoir une pièce d'identité. Et tout ça jusqu'à 2012. On est quand même des citoyens. Non, après, mais on n'est pas au courant en fait de ça. Justement, d'où cette initiative, et j'en félicite Corbac, et d'ailleurs je remercie également UPR-TV de nous prêter ce plateau pour en informer les gens, et j'espère que ce message va être relayé. Il faut absolument y prêter attention. C'est pour ça que je me permets de le redire à tous ceux qui vont nous écouter, d'aller se rendre sur Facebook, de regarder la page Gens du Voyage pour la Liberté, et vous pourrez regarder dans les détails l'absurdité et la discrimination qu'il y a à cause de la loi Carle et qui est mise en place contre les gens du voyage. Voilà, parce qu'ils ont recouplé la loi Besson, ils l'ont recouplé avec la loi Carle, donc ils ont fait deux en un, croyant que ça allait arranger les choses. Au contraire, à l'heure d'aujourd'hui, ça empire les choses parce que tous les gens du voyage sont dans la rue. Donc après, les aires d'accueil qu'ils nous font, vous à titre personnel, est-ce que vous mettrez vos enfants sous 40 degrés de chaleur sur, on va dire sur un parking de centre commercial? C'est hors de question. Voilà, c'est pour ça qu'il y a rarement des gens du voyage sur les aires d'accueil. Maintenant, une aire d'accueil, dans l'obligation pour rentrer sur une aire d'accueil, vous êtes obligé d'inscrire vos enfants à l'école. Une aire d'accueil, c'est pas gratuit.
Contrairement à ce que les gens y pensent, qu'ils viennent nous font des aires d'accueil et on rentre comme ça. Non, non, pas du tout. Une aire d'accueil, c'est minimum entre 600 et 800 euros par mois, équivalent d'un loyer qu'une personne sédentaire elle paye. Contrairement à d'autres secteurs, il y a des aires d'accueil qui font payer jusqu'à entre 1700 et 1800 euros par mois. Ouais, c'est pour vous décourager de venir. Pour avoir un compteur électrique pour 30 personnes et un robinet pour 30 personnes. Donc comment voulez-vous que... Nous, on ne demande pas grand-chose. Une aire d'accueil, un point d'eau, un point d'électricité, parce qu'ils disent qu'on prend l'eau n'importe où, qu'on se branche n'importe comment. En même temps, s'il n'y a rien qui est mis en place pour prendre de l'eau, c'est normal que l'eau... c'est un besoin fondamental. Je pense que nos politiciens, alors soit ils se foutent complètement de la gueule de leur peuple, est-ce qu'on va dire cela comme ça, ils travaillent que pour leurs intérêts personnels, ou soit ils ont un drôle de problème intellectuel. Voilà. Maintenant, sur les aires d'accueil, pour être sur les aires d'accueil, on est obligé d'inscrire des enfants à l'école. Maintenant, les itinérants, pour inscrire, il y avait certaines écoles qui avaient l'habitude. Ils avaient l'habitude de nous voir constamment. Il y avait plusieurs communes qui avaient l'habitude. À l'heure d'aujourd'hui, avec la loi Blanquet qu'ils ont fait, nous aussi, on est concernés, hein, parce que nos enfants ils vont à l'école aussi. Non, mais en fait, il y a nous, plein c'est de... du 10 en 1. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à voir, c'est que tu viens de parler de la loi Blanquer, enfin tu abordes la loi Blanquer jusqu'on arrive à la loi Blanquer qui concerne en fait maintenant tout le monde. Donc on se retrouve sur des points comme ça, et aujourd'hui on est tous unis contre les lois macronistes qui détruisent notre population. Oui, et pré-macronistes même. Enfin, moi, j'ai pas envie de m'arrêter là. Hein. Vraiment, il y a vraiment un problème. Moi, j'aimerais bien que, comment dire, les gilets jaunes arrivent à s'entendre sur, en fait, des choses communes. Et je comprends parfaitement vos problématiques, mais j'ai l'impression qu'en fait, nous, en tant que sédentaires, on peut avoir d'autres problématiques sur plein de sujets, peut-être aussi que vous rencontrez, et qu'en fait, il y a des causes communes. Non, mais je me permets de préciser quelque chose, en fait. Normalement, j'étais là pour annuler le débat, mais j'aime bien faire des petites précisions. Mais non, mais c'est bien. Si vous voulez, en fait, il y a... Moi, à mon opinion, on a des revendications qui sont communes à tous les gilets jaunes. Que ce soit les gilets jaunes qui sont en gens du voyage, qui sont en situation de handicap, voilà, des revendications communes. Le référendum d'initiative citoyenne, le fait que chacun puisse vivre décemment, avoir un toit, ça c'est des choses communes. Et ensuite, il y a des revendications qu'on pourrait juger de secondaires, qui là aussi concernent tout le monde, mais que l'on pourra résoudre une fois qu'on aura obtenu des outils démocratiques et que chacun pourra vivre décemment, quoi. Puis, de toute manière, j'ai envie de dire que tous autour de la table, mais comme toutes les personnes qui sont dehors à l'heure actuelle, qui achètent leur pain, etc., si on se met à tirer finalement cette corde du mensonge qu'on nous déroule depuis 40 ans, si on se met à tirer la corde, on trouvera la même personne au bout. On trouvera les mêmes groupes d'intérêt, les mêmes lobbies, le monde de la finance, qui sont le monde de la finance, qui sont les technocrates de l'Union européenne, qui sont nos politiciens compradors de gauche comme de droite depuis 40 ans dans ce pays. On a la même source de problème. À partir du moment où l'ennemi est identifié, je veux dire l'ennemi, oui, pour moi c'est un ennemi. C'est un ennemi dans la mesure où il pose une menace directe à notre propre existence, à notre existence en tant que population. Donc il faut, moi je veux bien être modéré, etc. Il y a un ennemi en face. Et c'est d'où d'ailleurs l'importance d'être unis dans la tranchée. Parce que c'est une situation où là on est dans une tranchée, on est dans une guerre, on est dans un combat. Dans un combat métaphorique pour l'instant, espérons qu'il évolue pas au-delà. Non, mais ça reste un idéologique. Dans un combat idéologique. Dans un combat idéologique, avec des conséquences pratiques aussi. Parce que là, c'est le destin de la France qui se joue. Quand on assiste aux techniques de répression qui ont été mises en place hier, qui sont encore imparfaites de leur part, mais surtout à un immense volet dont on ne parle que très peu parce qu'il est moins démonstratif, qui est la répression fiscale. On est nombreux, en France, moi compris, à avoir pris des amendes. C'est 135 € pour certaines manifestations, plus de 400 € pour des manifestations non déclarées avec passage au TGI. Donc déjà, vous oubliez tous les fonctionnaires qui ne viennent plus en manifestation justement parce qu'ils ont trop peur d'être mis en cause. Mais bien sûr. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont, mais même des jeunes hommes qui sont réservistes, qui sont militaires, qui sont dans des lycées militaires, qui ne peuvent pas participer aux manifestations parce qu'ils ont la trouille d'être chopés. Et s'ils sont chopés, c'est leur carrière entière qui est détruite. Pour les étudiants qui pensaient toucher l'Erasmus, pour les jeunes travailleurs, enfin pour les travailleurs précaires qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas se permettre de s'absenter au travail, 48 heures de garde à vue, et c'est la fin.
Donc il y a cet aspect finalement de répression physique qu'on connaît nous sur les manifestations. Il y a une répression en amont qui est télévisuelle aussi, parce qu'il y a un processus de dissuasion de participer aux manifestations. Ouais. Pourquoi BFM et tous les médias compradors de ce pays insistent énormément sur l'aspect violent des manifestations? C'est pas simplement parce que ça fait de belles images, c'est parce qu'il y a aussi des desiderata d'écarter un maximum de personnes des manifestations de manière systématique. Et je pense qu'on a tous entendu chez nos proches des gens qui nous disaient « Non, moi je vais pas venir parce que j'ai trop peur ». Bien sûr. Et je précise juste quelque chose qui justement me fait marrer en plus et que tu viens de le préciser, c'est le fait que les médias se sont acharnés pour coller une mauvaise image au mouvement Gilets jaunes. Et moi, hier, alors j'ai passé 2 secondes sur BFM TV, j'avais quitté la manifestation. Et il y a un truc qui m'a choqué. Ils étaient en train d'annoncer que tout s'est passé calmement, dans l'ordre. Il y a eu quelques petits débordements. Donc alors, il y a quelque chose d'illogique. Quand il y a une énorme répression policière, là, on dit que tout se passe bien. Et quand il y a des faits violents et qui sont pas qu'on doit admettre qui se déroulent, ils en font d'état. Donc il y a quelque chose qui est incompréhensible. C'est bien la preuve qu'ils sont là pour coller une mauvaise image au mouvement et qu'ils sont pas neutres. Les acheteurs de musique, ils doivent pas savoir ce que c'est. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, il y en a qui Thibaut et les journalistes indépendants la connaissent mieux que les journalistes de ce BFM. Attends, la charte de musique. Non, mais et puis il y a aussi, c'est pour ça, parler de répression, il faut en parler, mais aussi il y a un point que je pense qu'on n'a pas abordé hier, c'est tout de même, au-delà du côté très violent que ça a été, il ne s'agit pas de le nier, mais l'incroyable succès qu'a été cette manifestation sur le plan de la mobilisation hier. Ouais, on était très nombreux. Énormément nombreux, en partance de Bercy, mais encore plus après. Et quand les cortèges se sont rejoints, c'était véritablement des dizaines de milliers de gilets jaunes à Paris qui essayaient de se rassembler sur la place de la République. Bien évidemment, avec la NAS, c'est un peu plus compliqué de constater, mais dans toutes les rues adjacentes, on voyait du jaune. Derrière chaque barrage policier, on voyait du jaune. Ce qui prouve bien, d'ailleurs, par la démonstration pratique, que les gilets jaunes ne sont pas des essences violentes, parce qu'un barrage de 30 types, fut-il armé, je sais pas, peut-être qu'ils maîtrisent le Krav Maga, peut-être que c'est des tortillers, j'en sais rien, qui sont nassés entre 300 gilets jaunes de chaque côté. Si on était sur du personnel violent, on en fait de la ratatouille. Peu importe les types en face. Donc, c'était quand même, et c'est l'élément pour moi d'espoir, et pour nous tous, je pense, d'espoir, qu'on constate sur la manifestation d'hier, c'est cet incroyable élan de mobilisation lors de l'Ultimatum 2, qui, je l'espère, va se prolonger lors de la journée du 1er mai, qui va se prolonger sur les ronds-points, parce que là aussi, on ne parle jamais assez sur les télés, c'est normal, c'est moins criant, des ronds-points, des déblocages de péages, des actions qui sont faites localement, des comités qui se montent. Je sais qu'au niveau des Gilets jaunes constituants, par exemple, c'est plus d'une dizaine de comités qui se sont montés depuis décembre. Donc ça prouve que non seulement il y a un intérêt, mais il y a un suivi, que les gens ont envie de s'impliquer, qu'il n'y a pas que le samedi. Donc il y a quand même des éléments très, très positifs. Et puis en parallèle des Gilets jaunes constituants, il y a aussi des rassemblements entre, on va dire, personnalités sur l'internet ou sur le YouTube, qui, cherchent à faire converger des gens de différentes sensibilités. Je pense par exemple au projet Rond-Point 2.0. C'est un rond-point en fait délocalisé sur Internet où on n'a pas tous un rond-point à côté de chez nous. Moi, je suis beaucoup aussi dans le virtuel pour rencontrer après dans le réel. Et c'est vrai que cette idée est très intéressante parce qu'en fait, c'est différentes personnalités sur YouTube comme Ernesto 2.0 qui a eu, lui, des problématiques avec la justice parce que, c'est quelqu'un qui est très vrai, qui va droit au but et qui était considéré comme un élément perturbateur et qu'il y avait soi-disant des appels à la violence alors que on entend ce qu'on a envie d'entendre aussi. Il y avait Ernesto 2.0, il y a le nouveau Macky Sévenol, Martial Ier, les constituants du 91, qui cherchent à fédérer et à lancer des idées, des initiatives pour faire progresser le mouvement et puis pour peut-être aussi participer à la formation des gens et puis éventuellement faire des opérations aussi dans le futur. Je ne sais pas quelles initiatives vont sortir de tout ça, mais il y a plein de choses intéressantes qui sont en train de se faire, qui sont encore au stade embryonnaire, on va dire, mais moi j'encourage les gens à aller regarder ce qui se passe
et que voilà, qu'ils se disent bah moi j'ai pas de rond-point à côté de moi je connais pas les gilets jaunes, enfin j'ai peur d'aller le samedi, et bah allez voir ce qui se passe sur internet, voilà. Moi je voudrais revenir sur 3 petits points rapidement. C'est que bon, vous êtes confrontés aux violences policières tous les samedis. Oui. Bon, nous c'est toute la semaine. Non, mais nous, c'est toute la semaine. On entend ça, mais... Bon, c'est pas marrant pour tout le monde de prendre des coups de matraque et du gaz lacrymogène en pleine face. C'est pas marrant du tout pour tout le monde. Ça, on comprend. Bon, maintenant, nous, on commence à être habitués. Le deuxième point que je vois que ça a l'air d'être un petit peu en point commun, qu'on va dire, c'est que sur certaines revendications que vous avez, nous aussi, on en fait partie. Mais bien sûr, mais donc, vous faites partie du... Enfin, moi, c'est pour ça, j'ai même pas envie de faire différence. Vous faites partie du peuple français. Enfin, Voilà. Maintenant, en tant que citoyen, nous, quand on se considère comme citoyen itinérant, mais à part entière, on est quand même citoyen français. Maintenant, juste sur un petit point économique, quand on arrive dans certaines communes où il y a une 60aine d'habitants, quand les commerçants nous voient arriver, ils ont le sourire qui monte jusqu'aux oreilles. Pourquoi ? Parce que tout simplement... Vous faites vivre l'économie locale. Voilà, parce que quand on arrive, ils disent c'est pas avec les 10 pingouins qui viennent acheter une baguette tous les 2 jours qu'on y arrive. Bien sûr. Nous, quand on arrive sur un point, des fois on reste entre 48 heures à une semaine, vraiment maximum quand on y arrive. Au bout d'une semaine, il y a les commerçants, ils disent qu'ils font l'équivalent de plus d'1 an de chiffre d'affaires en une semaine. Ouais, donc, c'est l'économie locale. Et bien sûr, non, mais c'est lié aussi les artisans locaux qui ferment, les petits boulangers, comme vous dites, les petites épiceries dans les villages, ferment toutes. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a une désertion. Il y a une désertion de... Justement, c'est ce qu'on essaye de voir, de se renseigner un peu par rapport à la communauté. On essaie de savoir où qu'il y aurait des villages pas abandonnés, mais limite, qui restent qui vivent, voilà, pour essayer de refaire vivre l'économie locale, mais en ayant un terrain d'accueil adapté à côté. Parce que, comme on disait, beaucoup de Français, on va dire, ils venaient chez nous avant pour acheter les marmites, les tapis. Quand ils voulaient du jazz, qui c'est qu'ils appelaient ? C'était des gitans. Donc automatiquement, les gens ils venaient économiquement, mais même pas des gitans. Voilà. Mais ils venaient quand même économiquement. Voilà, vous voyez, tout ce qui était rempaillage, c'est nos métiers traditionnels. Le rempaillage, l'étamage, la musique. On a toujours su servir nos 10 doigts, heureusement pour nous, parce que sinon, on serait peut-être mort à l'heure actuelle. Et je vois qu'apparemment, on a beaucoup de points communs. Bien sûr, c'est sûr. Bon, j'ai des jeunes aussi, bien sûr. Macron. Mais je vois que... Merci Macron, il aura réussi à faire ça. Voilà, tout le monde est à la table, je vois qu'on a des points. Mais comment voulez-vous que nous, après, on puisse voter, donner notre avis politique, alors qu'on est toujours rejeté ? Et sachant qu'on ne nous donne pas les moyens techniques d'aller voter. Voilà. Donc, je me permets de faire une petite précision, et après je laisserai repartir les débats. Donc je vais la faire à la manière présidentielle. C'est que, je vais faire un peu du style de la déclaration de Notre-Dame. Non, mais c'est juste pour dire qu'il y a un vrai souci en France pour le ministre de l'Intérieur et pour ses collègues et pour les personnes qui travaillent au ministère de l'Intérieur. Juste un petit conseil à M. Blanquer. Voilà, lui qui parle éducation, lui qui veut instruire la population française. Je lui demanderai d'aller donner quelques cours de mathématiques à M. Castaner. Parce que dénombrer 6500 manifestants à 14h hier à Paris, sachant qu'il y a eu 17 000 contrôles et 200 interpellations et garde à vue, excusez-moi, mais il y a un réel problème. Donc voilà. C'est-à-dire qu'ils contrôlent 3 fois les mêmes. C'est une petite intervention de Richie pour signaler cela. Voilà. C'est bien donc, de recentrer le débat. Je revenais juste sur une petite chose, parlant de Blanquer. Tout ce problème-là qu'il y a eu, c'est parti de Jean-Claude Carle. Ça aussi. C'est pour les hôpitaux, l'éducation nationale, c'est Jean-Claude Carle qui a foutu la merde.
Donc Oui, mais, là-dessus, enfin, on n'est pas spécialement visé, ça concerne tout le monde, vous êtes tous concernés Bien sûr, par rapport bien à sûr. Jean-Claude Card. Mais en fait ces gens-là, ils font quoi? Ils mettent en application les injonctions européennes. Bah, tout En fait, simplement. ils mettent en application ce que l'Union européenne attend au niveau des réformes qu'il y a. Pour nous, ce qui nous concerne en ce moment, c'est la loi Card. Ce qu'il y a, c'est que ce monsieur-là, quand il a signé la loi, le 8 novembre 2018, le même soir qu'il l'a signé, il a démissionné. Vous trouvez ça normal? C'était un. Je connais pas le. Mais c'était quoi, un ministre, un député? C'était un député de Haute-Savoie. Avec, je crois, c'est Hervé Morin. Ah, c'est lui qui avait proposé la loi, il a signé, et après il a démissionné. Il a signé, et le même soir, il a démissionné. Il est dans quel parti, lui? LREM, non? Ou les Républicains, je crois. Attends, C'est les Républicains voilà. qui a... Bon, enfin, Alors, en c'est tout tous cas, des des libéraux, contre nous, quoi. quoi. Républicains, voilà. C'est la même donc, boîte. Même le PS, en c'est fait. logique. Bien sûr. Alors, ils appliquent des lois qui ont été signées au Sénat, au Parlement, tout, jusqu'aux plus hautes instances, qui ont été signées, alors que ce monsieur-là, il a démissionné. Ouais, bon. Mais enfin, Maintenant, bien sûr. comme on a dit aussi sur les rapports au stationnement illicite, stationnement sauvage, maintenant, quand il y a plus de 150 caravanes, c'est 500 € d'amende pour la caravane et 7500 € d'amende pour le véhicule tracteur, avec le passage au tribunal. Donc il y a 8000 € par jour. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait habiter sur les Champs-Élysées? Ça fait la location par jour de 7500 D'ailleurs, €, à ce je pense qu'on propos, pourrait... Oui. Voilà. comme vous parlez des Champs-Élysées, j'ai vu aussi la manière stratégique dont ils nous ont complètement interdit maintenant l'Ouest parisien. Systématiquement, on va sur l'Est parisien pour manifester, et il y a des endroits où on est personne non grata, quoi. Et moi, c'est vrai que, comment dire, j'aimais dans certains coins. J'aimais bien quand on avait la possibilité d'aller se rassembler en tant que gilet jaune dans l'Ouest parisien, parce que en plus il n'y a pas toutes les connotations liées aux syndicats, etc. Sur République, Bastille, etc. qui sont des comment dire des places qui comment dire sont beaucoup connotées mouvements sociaux traditionnels, on va dire. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les gilets jaunes, c'est largement plus large que ça. Et que même s'il y a des syndiqués, de la CGT, de Sud, au sein des gilets jaunes, ça aucun doute, et c'est très bien, on dépasse ce cadre-là et qu'on aille gêner dans les endroits où ça gêne, en fait. Et pas dans l'Est parisien. Et même que quand on en circule, parce que hier, à la fin de la manifestation, alors, il y avait moi, il y avait Maria, et on était accompagnés, il y avait Florence, notre amie Florence, notre mascotte, qui nous a fait une visite assez sympathique de Paris. On est passé sur les Champs-Élysées, elle nous a expliqué un peu la grosse escroquerie qu'il y a eu par rapport aux fontaines au rond-point des Champs-Élysées, voilà. Donc c'était quand même, on était entre gilets jaunes, même pas moins d'une dizaine, hein, même pas une dizaine. Donc moi j'avais juste du jaune et un cœur jaune. Donc on circulait et il y avait un barrage de CRS, il y avait 2-3 CRS. En nous voyant Vincent, ils ont dit encore ces gilets jaunes, putain ils font chier. Alors il y a réel problème, quoi. On n'a même plus le droit de circuler avec du jaune sur soi, quoi. C'est une couleur interdite aujourd'hui. Procès d'intention. Voilà, donc cette émission en tout cas nous a permis d'échanger, nous a permis de construire et de faire toujours évoluer, de se rejoindre, etc., de nous coordonner par rapport au mouvement. Voilà, donc avant de conclure et de remercier Hyper TV de nous avoir prêté ses studios, je vais vous laisser ajouter un mot si vous le souhaitez, assez brièvement. Cardito, on aura ta peau. C'était bref. Ça résume un peu la pensée de tout le monde finalement. Voilà, tout simplement, hein, on est tous en accord, et merci à UPR TV de nous avoir accueillis, merci à vous, merci. Chers confrères. Hein. Camarades. On est des camarades de combat. Comme les collègues, on est dans la tranchée. Au-delà de ça aussi, rappeler que les revendications, contrairement à ce qu'on dit dans les médias, contrairement à ce qu'on dit dans les médias, les revendications ne changent pas de jour en jour, elles sont toujours les mêmes depuis le début, et elles sont toujours d'actualité. Donc effectivement, on ne lâche rien, on ne lâchera pas pour moi. Le point levé, on ne lâche rien. Allez.